Merci. Maître Jean Moussa Sogogi pour M. Moussa Keboro Kamara. Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, c'est un honneur pour moi de prendre la parole devant votre auguste tribunal à l'effet de présenter en partie, je dis bien en partie, nos moyens de défense dans cette affaire sur le fondement des dispositions de l'article 439 du Code de procédure pénale. Plaider, comme on le dit. Mais pour ce dernier coup de marteau, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais vraiment pas ce qu'il faut dire. À la suite de mes distingués confrères de la défense, lorsque Maître Mara Mbombi, Maître Salifou Beavogui, mon doyen, Maître Doumbouya Mamadi, Maître Doumbouya Lancé 3, Maître Mohamed Abou Kamara, Maître Sidiki Berete, Maître Malik Diakité, Maître Moussa Diakité, mon ancien condisciple, et Maître Yaramon C. Saoulamou ont déjà correctement plaidé. Dépoussiérer ce dossier, l'exposer, l'expliquer de fond en comble. Qu'est-ce que j'ai à dire le plus? Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, je ne sais pas par où il faut commencer. Lorsque les parties civiles ont présenté leur demande à l'emporte-pièce, je ne sais pas. Je ne sais pas par où commencer lorsque j'ai attentivement écouté les réquisitions inédites et arbitraires d'un autre H du ministère public, teintées de contre-vérité, d'amalgame, de confusion, de légèreté, d'injustice, d'illégalité. Les qualificatifs ne manquent pas. Nous y reviendrons. Les qualificatifs ne manquent pas à votre honneur, honorable membre du tribunal. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Je vais néanmoins m'efforcer. Je vais m'efforcer puisque je plaide avant le bâtonnier Dina Sampil, célèbre avocat du barreau de Guinée, ténor du barreau de Guinée,
l'un des ténors du barreau de Guinée, qui m'a inspiré, c'est l'occasion de le dire, lors du procès des gangs. Il m'a inspiré. J'étais au collège, j'étais en 10e année. L'un des avocats au procès qui m'ont inspiré. J'étais encore au collège, Josy Broz Tito, à Fria. C'est l'occasion de le dire solennellement. On ne peut pas l'humilier devant nous. Ce n'est pas possible. Je me rappelle encore, il était bâtonnier lorsque j'ai reçu mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est lui qui l'a signé. Il a signé dans des conditions difficiles. Parce qu'ayant passé une partie de mon stage au barreau de Bamako, sous le contrôle de maître Moussa Boubadjara, paix à son âme, des voix se sont élevées au sein du Conseil de l'ordre pour s'opposer à mon inscription. Maître Dina Sampil, qu'on ne doit pas humilier, a tapé du poing sur la table. Il a procédé à une interprétation intelligible des articles 13 et 14 de la loi 014. On ne s'était pas encore approprié de ces dispositions. Peu d'avocats connaissaient parfaitement les dispositions de la loi 014. Maître Dina Sampil, avec certains membres du Conseil de l'ordre, ont décidé que je devais être inscrit parce que mon maître de stage à Bamako a déjà validé mon stage. Parce que quand j'ai quitté la Guinée pour le Mali, le bâtonnier Mohamed Sampil avait saisi notre confrère bâtonnier, son homologue du Mali, qui a autorisé le stage. C'est le lieu de remercier Maître Dina Sampil. Il y en a qui ont tenté en vain de souiller son intégrité dans ce procès, en le mettant en cause. Il était obligé lui-même, j'étais présent, de se défendre. Je ne l'ai pas compris. Mais c'était normal qu'il réagisse. Le mensonge était assez flagrant. Ces témoins qui ont échoué lamentablement, comme le disait tout à l'heure Maître Yaramonsé, ce sont ces témoins-là qu'on appelle, dans notre jargon, des témoins bavards. Nous y reviendrons. Spécialistes de construction fictive. Ils partent de l'existant pour fabriquer leur marque, pour construire ce qui n'existe pas. Il suffit d'avoir une rencontre avec ces personnes pour qu'on parte des données de cette rencontre pour créer ce qu'on veut créer. C'est ce qui a été fait à Maître Dina Sampil. Celui qui a témoigné dans ces circonstances, c'est pertinemment les circonstances dans lesquelles il s'est rencontré avec Maître Dina Sampil. Donc, Maître Dina Sampil n'est pas n'importe qui au barreau de Guinée. À la suite de Maître Dina Sampil, qui m'a inspiré, beaucoup d'autres avocats au cours de ce procès, tels que Maître Boubacar Sow. Dans l'exercice de cette profession, Maître Joseph Sovogui, mon grand frère, Maître Amara Bangoura, mon maître de stage, Feu Maître Sidram, dont la confiance
en moi était inébranlable, qui a osé me confier son cours de droit pénal et de procédure pénale pendant que j'étais très jeune encore, fraîchement sorti de l'université. Monsieur le procureur Babadi, ici présent, peut le témoigner. Je plaide avant le baobab. C'est pourquoi je me permets il promet, il garantit tous les dégâts qui vont être commis. Je plaide avant Maître Jokame Haba, Jean-Baptiste Jokame Haba, avant Maître Peka, mes oncles. Je vais m'efforcer parce que je plaide avant Maître Silla Lancinet, mon professeur de droit pénal général de procédure pénale. Je plaide avant Maître Pépé, Antoine Lama et Maître Almami Samori Traoré, mes chers collègues de la fac. Avant Maître Keïta et Maître Camara, qui défendent à mes côtés le vaillant colonel Moussa Tcheboro Camara. Enfin, je plaide avant la douane incontestée du barreau du Burkina, Maître Antoinette Ouedraogo. Ces avocats me garantissent qu'ils vont réparer les dégâts le cas échéant. Donc, je suis permis. Je vais me forcer parce que je n'oublierai pas ce propos de mon distingué frère, gendarme de renom, le colonel Blaise Goumou. Je vais m'efforcer parce que c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, messieurs du tribunal, maintenant, il faut que je vous parle. Et je vous prie de m'écouter. C'est à vous que je m'adresse et non à l'opinion. Vous, les trois juges, dont la disponibilité d'esprit, le calme, le sens d'écoute et l'attention, surtout cette expression, l'attention se passe de tout commentaire. On vous suit, le monde entier en parle. Votre attention doit servir d'exemple à d'autres juges. Qui est mieux placé dans cette salle, dans ce prétoire, pour parler de votre moralité? Votre responsabilité. L'avocat peut bien connaître un juge et ne pas plaider, ne jamais avoir plaidé devant ce juge ou postuler devant ce juge. Je sais de qui je parle. Mais à travers les décisions de justice, on vous apprécie. À travers les actes posés, on vous apprécie lorsque nous nous retrouvons, nous les avocats. Nous sommes unanimes que vous êtes irréprochables. Que cela continue dans ce procès. Est-ce que les juges savent le nombre de décisions
qu'ils rendent au cours de leur carrière. Non. Mais une seule décision peut amener l'avocat, seule décision, à croire au juge par sa démarche. Tout ce qui fait de votre tribunal, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, la reine, ce tribunal, vous, depuis que le procès a commencé, c'est comme ça que je vous appelle partout où je suis passé. La reine de l'arène judiciaire. Je suis convaincu, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, que chez vous, l'intime conviction ne va pas se réfugier derrière l'émotion. Nous connaissons les assises. C'est l'émotion qui caractérise les assises. Mais l'intime conviction ne doit pas se réfugier derrière l'émotion. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, pour la science, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, la capacité d'attention, je parlais de votre attention tout à l'heure, la capacité d'attention de l'esprit humain sur un sujet de manière ininterrompue est de 25 minutes environ. Son Excellence, le ministre de la Santé ne dira pas le contraire. Croyez-moi, Monsieur le Président, messieurs du tribunal, vous êtes largement au-dessus de cette moyenne. Cette plaidoirie vise prima facie à annihiler les charges qui pèsent contre le colonel Moussa Tcheboro Camara. Il y a 3 objectifs. C'est le premier objectif. Annihiler les charges qui pèsent contre le colonel Moussa Tcheboro Camara. Parce que nous plaidons non coupables. Le parquet vous a fourni comme élément de preuve en matière criminelle, je dis bien en matière criminelle, les chiffres. Ils ont commencé par les chiffres en matière criminelle. Mais, Monsieur le Président, c'est élémentaire. Il ne suffit pas de fournir les chiffres. Il faut et il suffit, en matière criminelle, de rapporter la preuve qu'un fait prohibé a été réalisé et que ce fait est imputable à un agent pénal. Un fait prohibé a été réalisé et que ce fait est imputable à un agent pénal. Il ne suffit pas de dire qu'il y a eu 1000 morts, qu'il y a eu 2000 morts. Ces 2000 morts sont le fait de qui? Il faut avoir le courage de le dire, il faut créer ce lien. Si ce n'était pas comme ça, on aurait poursuivi et puni tous les citoyens. Et tous les jours. C'est l'arbitraire. Parce qu'il suffit de passer tout de suite à côté pour qu'on dise non, il était là, il y a eu une découverte macabre, il en est responsable. Mais quel acte a-t-il posé? Il faut avoir le courage de le dire. Il ne suffit pas d'être sur le lieu de la commission d'une infraction comme mon client pour qu'on tire la conclusion hâtive que vous êtes responsable. Non, ça ne marche pas en droit pénal. La répression des infractions matérielles, vous le savez, Monsieur le procureur, nécessite que l'on établisse un lien de causalité entre l'acte matériel et le résultat recherché. Ce résultat doit être la conséquence de l'acte commis et le lien de causalité doit être certain. Certain, c'est la certitude ici. C'est ce que le procureur ici présent n'a pas réussi à faire.
il a certains résultats, en l'occurrence les chiffres, mais il ne parvient pas à démontrer que ce résultat est la conséquence de l'acte commis par ces accusés. C'est purement mathématique, il faut savoir le faire. Sinon, c'est un revers cinglant. Le procureur, comme élément de preuve, fournit au tribunal des certificats médicaux. Il ne parle même pas de rapport d'expertise médicale. Les certificats médicaux. Mais je rappelle, le tribunal, dans sa sagacité habituelle, le sait déjà, ces rapports, ces certificats médicaux ont fait l'objet de contestations. Je vais passer très rapidement. Pour violation des droits de la défense, sur le fondement des articles 77, 260, 270 et 271 du Code de procédure pénale, qui correspondent aux articles 57, 163 et 166 de l'ancien Code pénal. Par jugement avant dire droit, ici dans cette salle, numéro 18, du 10 octobre 2022, le tribunal a jugé inopportun de se prononcer sur la demande de la défense tendant à annuler ces certificats et rapports médicaux. Je fais mien tous les griefs articulés contre ces faux documents et contenus dans les conclusions du 30 septembre 2022 de la défense du commandant Toumba. Ces conclusions sont versées au dossier, signées de Maître Lansine Silla et de Maître Paul Yomba Kourma. Le procureur vous parle également de projection des vidéos. Mais à l'avantage de nos clients, à l'avantage des accusés, parce que ces projections auraient dû prouver les infractions reprochées à ces personnes. Mais non. Nous avons tous vu ce que ça a donné. Ces vidéos se retrouvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Qui a vu le colonel en train d'agresser un manifestant, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, dans ces vidéos? Personne. Ou d'ouvrir le feu, ou donner des instructions, fournir des moyens. Non. Il ressort des images projetées qu'aucune menace, je dis bien qu'aucune menace n'a été proférée par le colonel Moussa Tcheboro Kamara. Avant le meeting, aussi bien à l'esplanade du stade du 28 septembre qu'à la Fondis. Depuis ce jour, je suis convaincu, le tribunal a compris que les propos attribués à mon client n'étaient pas avérés. En outre, on a tous vu le colonel dans la foule, à travers ces images, la foule qui l'applaudissait, avec un seul garde du corps, pas deux, un seul garde du corps, coiffé de béret rouge, bien sûr. On a vu la photo muette de Moto a été démontée ici par celui-là qui m'a précédé. Je n'en parlerai pas. Et lorsque le colonel échangeait avec les leaders à la Fondis, le même et unique garde du corps, les policiers pacifiques à ce niveau étaient les éléments du général Bafoué, de la CMIS. C'est clair, revoyez les images. À l'esplanade, ceux qui sont montés sur la mamba de la police n'étaient pas avec le colonel. Les images nous montraient aucun agent des services spéciaux
en train de faire usage de gaz lacrymogène. À l'esplanade, bien sûr. Le colonel a été très clair, parce qu'il faut être sincère. Il a été très clair. Et bien avant la projection des images ici, sous l'injure proférée que le parquet et les parties civiles brandissent comme un trophée de guerre, qui ne fait même pas l'objet de cette présente procédure. Lorsqu'on écoute le président de la Commission nationale d'enquête et le général Baldé, l'expert en défense et sécurité, on se demande ce que le colonel fait dans ce box-là. Le procureur a également parlé d'armes à feu, d'armes tranchantes et contondantes, des armes fictives. Aucune pièce à conviction n'a été présentée ici. Aucune arme n'a été représentée. On en fait un élément de preuve. C'est béant. On vous parle également, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, du déploiement des recrues de Kalia. Mais de quelles recrues s'agit-il? Est-ce qu'il y a une seule recrue dans le box des accusés? Non. Il s'agit d'une simple construction fictive du parquet. C'est d'ailleurs l'enjeu de ce procès, le défaut d'éléments probants. On doit avoir le courage de le dire. Je rappelle à ce sujet que notre système, le système guinéen, est celui de la présomption d'innocence. L'article préliminaire du Code de procédure pénale est très clair. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas au Japon, il ne s'agit pas de la présomption de culpabilité. Le procureur, ici présent, a brillamment rappelé l'histoire de la Guinée avant de commencer. Et c'est ça, la territorialité, la présomption d'innocence. Ce principe commande aux demandeurs du procès pénal, en l'occurrence le procureur, d'établir non seulement l'existence de l'infraction, mais aussi la participation de la personne poursuivie à sa commission. Vous établissez l'infraction, mais le participant, comment il l'a fait, vous devez le démontrer. C'est le premier objectif de cette plaidoirie, annihiler les charges qui pèsent contre mon client. Secondo, exhorter l'institution judiciaire à s'excuser. Oui, à s'excuser. Le colonel Moussa Tcheboro Camara est le seul, ou presque, à avoir ce jour, 28 septembre 2009, pris l'initiative d'aller sensibiliser les manifestants et de revenir par la suite au stade pour sauver certaines personnes lorsque les tirs ont retenti. C'est ce qu'on appelle crime. Mais il a été très clair à cette barre. Si c'était à refaire, je le referais. Parce que sensibiliser et sauver les gens ne constitue pas une infraction. Comme le disait Maître Malik Diakité le mercredi dernier,
notre justice se déshumanise. Il est en prison sans titre de détention. Aucun titre de détention. On doit au moins trouver un justificatif pour dire, voilà, un acte, il est en prison à travers cet acte-là. C'est un être humain. C'est comme si on avait ramassé un animal, entre guillemets, on allait le loger à la maison centrale. Il faut le dénoncer, ce n'est pas normal. Nous l'avons dénoncé plusieurs fois. Aucun titre, aucun mandat. En dépit de tout ça, c'est une digression, il faut le dire. Le directeur national de l'administration pénitentiaire n'a pas daigné donner une suite à mon courrier, le courrier que je lui ai adressé. Le courrier du 17 novembre 2022, par lequel nous lui avons transmis la demande d'autorisation du 31 octobre 2022 du président de l'Institut Thales Afrique du Sénégal pour permettre au colonel Moussa Tcheboro Camara, inscrit au master et sciences politiques, mention sécurité internationale et défense, de préparer son mémoire. La détention, surtout la détention provisoire, ne doit pas être considérée comme une situation de non-droit. Mais aucune réponse pour la mise en place d'un dispositif pédagogique momentané pour la rédaction de son mémoire de fin d'études. Aucune réponse. Qu'en est-il alors des droits d'un détenu en République de Guinée? Mes confrères peuvent le témoigner. Nous avons des difficultés à nous entretenir avec nos clients de tous bords, parce qu'on s'entretient devant tout le monde, il n'y a pas de secret. Allez-y voir les conditions de détention d'un ancien président de la République, le capitaine Moussa Dadis Camara. Ses avocats y reviendront. C'est pitoyable. Des anciens ministres, comme mon client, son Excellence Djabi, chirurgien incontesté, allez-y voir comment est-ce qu'il est détenu. Détention précaire, dans des conditions inhumaines et dégradantes. Et lorsqu'on vient dire réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans, mais ça bouleverse. Ça bouleverse. Surtout qu'il n'y a aucun fondement. Aucune base. C'est révoltant. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? On n'a pas prouvé qu'il a fait quelque chose, mais on dit réclusion criminelle à perpétuité. Non, je sais que vous n'accepterez pas. Et non